Et il est revenu comme une fusée sur la scène internationale. Et depuis, tous les conflits, toutes les discussions passent par lui, par Donald Trump. Une nouvelle fois cette semaine, d'abord Volodymyr Zelensky, puis hier Benjamin Netanyahou. Et cette impression à chaque fois que les États-Unis sont plus que jamais incontournables. Bonjour François Hesbourg. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique, conseiller principal pour l'Europe à l'Institut international d'études stratégiques. Il y a un peu plus d'un an, vous avez publié un livre, Un monde sans l'Amérique, c'était aux éditions Odile Jacob. À l'époque, Donald Trump n'était pas encore réélu et vous évoquiez ce déclin relatif des États-Unis. En cette fin d'année 2025, on a pourtant l'impression inverse. Est-ce que les États-Unis sont de retour ? Les États-Unis sont un petit peu comme l'éléphant dans la pièce, vous savez, la grosse bête qui est installée et à laquelle on s'est habitué. Le problème de l'Amérique de Trump, c'est que c'est un éléphant malade. Un éléphant malade est aussi encombrant et souvent beaucoup plus gênant qu'un éléphant en bonne santé. Et c'est bien ce qui se passe. Les États-Unis ont pendant 70 ans été au centre d'un réseau d'alliances en Asie, en Europe, une puissance qui démultipliait son influence à travers ce réseau. Aujourd'hui, les États-Unis se coupent systématiquement de leurs alliés, de leurs partenaires. Aux yeux de Trump, seuls trouvent grâce les hommes, c'est d'ailleurs rarement les femmes. Même Madame Meloni se fait traiter parfois avec un petit peu de la rudesse. présidente du Conseil italien. Voilà, tout à fait. Le monde de Trump est un monde plein de bruit et de fureur, mais cette fureur n'est pas le signe de la santé des États-Unis, mais au contraire de son isolement. De son isolement, de sa maladie même, dites-vous. Un éléphant malade de quoi ? Malade de lui-même. Il est en maladie auto-immune. Ce qui se passe aux États-Unis est le fait des Américains, des électeurs de M. Trump qui sont majoritaires dans le pays, où l'ont été évidemment au moment de l'élection. C'est là qu'il se passe. Alors bien sûr, il y a beaucoup de pays qui se réjouissent de la perte d'influence des États-Unis, mais ce n'est pas eux qui sont à la base du déclin relatif. Ce sont les États-Unis qui le sont. C'est une affaire d'Américains. Le mandat de Donald Trump court jusqu'en 2028 et après, que va-t-il se passer ? Jusqu'au 20 janvier 2029. Il y a encore plus de 3 ans à tirer, si je puis dire. Au bout d'un an, il a déjà transformé la scène internationale. Ce qui se passe, c'est quelque chose d'absolument ahurissant. Il est effectivement au centre de tous les jeux. Généralement des jeux destructeurs, des jeux, encore une fois, de réduction de valeur du point de vue des relations internationales, mais ils sont au centre. Après Trump, normalement, il ne peut pas y avoir un nouveau Trump, d'autant plus qu'il aura à ce moment-là quand même 82 ans, parce que constitutionnellement, il ne peut pas se représenter a priori, sauf qu'on ne sait pas dans quel état sera la Constitution dans 3 ans, donc il faut être prudent là-dessus. Normalement, son successeur, s'il devait quitter la scène avant les élections, ce serait son vice-président, J.D. Vance, qui est un idéologue pur et dur, plus construit que lui, certainement plus instruit que lui, plus intelligent que lui, mais encore plus dur, encore plus fanatique. Pourtant, vous nous décrivez des États-Unis qui sont malades aujourd'hui, même si tous les leaders internationaux sont obligés toujours de passer par Donald Trump. Si je vous pose la question de l'après-Donald Trump, est-ce que dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que tous les présidents du monde iront à Mar-a-Lago ou à la Maison-Blanche discuter avec le président américain ? À Mar-a-Lago, probablement pas, parce que c'est la résidence privée, évidemment. C'est la résidence de Trump, et s'il n'est plus président, l'intérêt d'aller le voir sera... Ou un équivalent de Mar-a-Lago, évidemment. Alors, je ne sais pas où serait l'équivalent du Mar-a-Lago pour J.D. Vance. Ça, ce n'est pas clair. Mais est-ce qu'il y aura un Trumpisme après Trump ? La réponse est dans une certaine mesure oui, parce que J.D. Vance est une version, j'allais dire, beaucoup plus jeune et d'une certaine manière plus construite du Trumpisme. Et si ce n'était pas J.D. Vance, certains des éléments
fondateurs du Trumpisme ne disparaîtront pas. Même chez les démocrates, le fait de tourner le dos au reste du monde, de se conduire comme si les États-Unis pouvaient se passer de leurs alliés, ça c'est un trait qui n'est pas spécifique aujourd'hui à Trump. Les États-Unis ont changé. Les États-Unis sont, moi j'ai employé par ailleurs le terme de suicide. Ce suicide américain, il n'est pas simplement un corollaire du Trumpisme. Il est donc inéluctable, même si un candidat démocrate, un président démocrate revenait au pouvoir. Oui. Je ne suis pas sûr que si Mme Harris avait été élue, les relations internationales des États-Unis auraient probablement été moins tumultueuses, notamment au Moyen-Orient, mais le repli américain, le refus d'empire, au sens de l'empire d'après la Deuxième Guerre mondiale, l'empire de la guerre froide, celui-là est en train de mourir, est largement mort d'ailleurs, et cela, encore une fois, dépasse la personne de Trump, même si Trump est un formidable accélérateur de tendance. Le pari que semble faire d'ailleurs Donald Trump, c'est un monde avec deux grands pôles, États-Unis et Chine. Ça, c'est une illusion selon vous ? Ce n'est pas une illusion. La Chine est le seul pays qui soit aujourd'hui en situation de rivaliser en tant que future superpuissance en devenir. Donc ça, c'est exact. Mais il n'est pas clair par ailleurs ce que Trump veut faire avec la Chine. Il la voit comme un rival, c'est juste, mais un rival que l'on traite comment ? Et ça, ce n'est pas du tout clair. Avec le bruit des armes que l'on entend en ce moment du côté de Taïwan, on n'a toujours aujourd'hui aucune idée de ce que serait le positionnement de Trump pour le cas où la Chine continentale voudrait par exemple s'emparer de l'île de Taïwan, la démocratie, j'allais dire, à l'occidentale, traditionnellement proche des États-Unis. On ne sait absolument pas ce que ferait Donald Trump en pareil cas. Effectivement, la Chine a lancé de nouveaux exercices militaires autour de Taïwan, dont elle revendique la souveraineté. Quelles pourraient être les conséquences d'un tel conflit ? Si un tel conflit avait lieu, l'économie mondiale se trouverait plongée dans un trou très profond. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale en Europe. C'était l'Europe qui était le pivot de l'économie mondiale à l'époque. Aujourd'hui, le pivot, c'est la région de l'Asie-Pacifique. S'il y a une guerre dans cette région, c'est l'ensemble de l'économie mondiale qui se trouve impliqué. Et est-ce que c'est dans l'intérêt donc de la Chine de provoquer une guerre ? Est-ce que c'est pas plus confortable de rester dans cet état de tension permanent ? Je pense que ce serait plus intéressant pour la Chine de rester dans cet état de tension permanente, mais l'idéologie du système chinois, qui est un système communiste, le parti dominant, parti unique, est un parti léniniste. Ça a un sens. Le système économique est peut-être largement capitaliste, mais le système politique, lui, ne l'est absolument pas. C'est un devoir pour ce parti de recouvrer, pour employer leurs mots, la souveraineté chinoise sur l'île de Taïwan. Donc la tentative de reprendre le contrôle de Taïwan, cette tentative, elle est inscrite dans des astres. Alors évidemment, du point de vue de Pékin, et je pense pour le reste du monde d'ailleurs aussi, ce serait mieux d'y arriver sans guerre, de convaincre les Taïwanais de ne pas se défendre et de convaincre les Américains de ne pas y toucher. Mais à la fin des fins, c'est un impératif catégorique pour le dirigeant chinois désigné par le Parti communiste de venir, ou pour employer leur mot, de revenir à Taïwan. Pour autant, la Chine qui revendique cette souveraineté de Taïwan, personne ne le conteste ? Ni nous, les Européens, ni les États-Unis. On ne reconnaît pas un État indépendant taïwanais. Non, on ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, mais on en reconnaît de fait la souveraineté. Taïwan se gouverne lui-même.
C'est le statu quo. C'est le statu quo. Les Européens, et je pense à juste titre, voudraient maintenir le statu quo. Pour le système mondial, c'est certainement la moins mauvaise des solutions. Mais encore une fois, la Chine de Pékin se doit, de son point de vue, elle se doit de reprendre le contrôle de Taïwan, et de préférence, s'agissant du président actuel de la Chine, Xi Jinping, sous cette présidence-là, donc dans les années qui viennent, d'ici la fin de la décennie. Donc c'est un coup de chien qui est à relativement brève échéance. L'expert en politique internationale François Hesbourg est l'invité de la matinale. On va revenir au cas de l'Ukraine ce dimanche. Volodymyr Zelensky était en Floride pour rencontrer Donald Trump. Cette fois-ci, pas d'humiliation comme en février dernier à la Maison-Blanche, mais pas de grandes annonces non plus. Est-ce c'est tout de même le signe d'une avancée, d'un progrès ? On aurait pu le penser, sauf qu'il y a eu tout de suite derrière le coup de fil de Poutine à Donald Trump pour recadrer ce dernier, qui apparaît quand même comme quelqu'un qui répond essentiellement aux sollicitations du président russe. C'est le président russe qui mène la danse. Et comme la Russie considère aujourd'hui qu'elle n'a pas un intérêt particulier à faire de la paix, ça se traduit par le rappel périodique par la Russie qu'elle n'est pas prête à rentrer dans le jeu américain, qui est d'avoir un traité de paix, un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine. Donc la guerre est partie, a priori, pour durer encore. Nous allons entrer à la fin du mois de février dans la cinquième année de la guerre actuelle en Ukraine. Au milieu de l'année 2026, la guerre d'Ukraine aura atteint la durée de la Première Guerre mondiale chez nous. Dans le plan de paix américain, il est prévu, parmi les garanties de paix, une intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne dès 2027. Est-ce que c'est réaliste ? Non, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas comme ça qu'opère l'Union européenne. Objet politique non identifié que les Américains n'arrivent absolument pas à comprendre. L'Union européenne, c'est un ensemble de règles extrêmement lourdes, extrêmement nombreuses, qui interdisent une entrée dans l'Union, entre guillemets, de complaisance, ce que serait une adhésion dès 2027. C'est rigoureusement infaisable, et les Européens, évidemment, ne se plieront pas à cette objurgation américaine. Que l'Ukraine ait vocation à rentrer dans l'Union, oui, ça c'est la position de l'Union aujourd'hui, et c'est bien entendu aussi dans l'ADN de l'Union. L'Ukraine est un pays européen et elle a tous les titres à être candidate à l'entrée, ce qu'elle est, mais il faudra des années de négociations et de mise aux normes pour y arriver. Donc si je vous comprends bien, on n'en a pas fini avec cette impression d'un jour sans fin de discussions qui se multiplient et qui n'aboutissent pas. Alors, s'agissant de l'Union, s'il y a un cessez-le-feu en Ukraine et un début de processus de paix, l'entrée dans l'Union se fera, mais elle ne se fera pas rapidement, elle ne peut pas se faire rapidement. Mais c'est 5 ans, c'est 6 ans, c'est 7 ans, c'est pas 2027, ça clairement non. Merci François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller principal pour l'Europe à l'Institut international d'études stratégiques. Merci d'être venu ce matin sur Radio Classique.